À ce moment-là, Frédéric a déjà 2 enfants et elle est enceinte de la 3e. 10 semaines après son accouchement, comme c'était important d'être auprès de lui, elle s'embarque avec ses 3 enfants et prend un navire 1 an plus tard, direction Québec. Elle arrive le 10 juin 1777. Parce que devant chaque grande femme, il y a toujours un homme qui lui fait de l'ombre. Il faut farfouiller, dépoussiérer, chercher pour qu'on puisse se le raconter, notre matrimoine. Parce que même si l'histoire a voulu les oublier, elles ont bel et bien existé. Ces femmes ont une histoire et un nom. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Je vous souhaite la bienvenue dans le balado Team Madame. Avec le temps des fêtes qui s'installe, j'avais envie de vous raconter une histoire de Noël. J'aurais pu vous parler de l'histoire de Mère Noël ou de la Fée des Étoiles, voire même des reines qui transportent le Père Noël d'une cheminée à une autre. Parce que oui, les reines du Père Noël, ce sont en fait des reines madame. Je vous en parlerai un autre tantôt. Je suis tombée sur une autre histoire, celle de la première illumination du sapin de Noël en Amérique du Nord. Un sapin qui se retrouve aujourd'hui pas mal tous et toutes dans nos maisons. L'histoire derrière ça, c'est que ça se serait passé ici, au Québec, puis que c'est une madame qui est derrière tout ça. En fouillant sur elle, je suis tombée sur une histoire incroyable d'une femme qui avait pas froid aux yeux, ce qui fait qu'avant que les guirlandes soient, il y avait elle, puis j'ai envie de vous parler de son histoire. Comme on a plein d'informations sur ce qu'elle a vécu grâce à un journal qu'elle a tenu, je me suis dit pourquoi pas vous raconter tout ça. Puis vous allez voir là, c'est loin d'être endormant. Place à notre matrimoine de Noël avec la première bougie du sapin illuminé du Québec avec Frédéric Charlotte-Louise von Massow-Reidezel. Avant toute chose, ça vient de Yousk, la tradition du sapin de Noël. Le concept de couper un arbre et de le mettre à l'intérieur, ça vient pas de nulle part, puis non, c'est initialement pas d'origine chrétienne. Avoue que ça te surprend. Pas tant. Les peuples païens, dans de nombreuses cultures, avaient comme coutume d'abattre un conifère et de le placer à l'intérieur dans les alentours du solstice d'hiver, entre le 20 et le 23 décembre. Plot twist, ça n'a rien à voir avec la naissance du divin enfant qu'on célèbre dans notre culture le 25 décembre. Parce que, tu sais, pour vrai, on sait pas pantoute quand est-ce qu'il serait né, cet enfant-là. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. D'ailleurs, pour eux, le conifère avait comme des pouvoirs magiques. Il les protégeait du froid et de la noirceur de l'hiver. Tu sais, c'est quand même le seul arbre qui garde fière allure pendant la saison froide. Le sapin réchauffe le cœur à le voir beau et majestueux comme ça. Puis l'odeur du sapin dans une maison, tu sais, on dirait que si ça sent le sapin, ça fait fuir toutes les maladies. Cela dit, la tradition du sapin de Noël a aussi été adoptée par les cultures chrétiennes. Il y a plusieurs légendes qui expliqueraient pour quel faire on a un sapin illuminé aujourd'hui. D'un côté, on a l'histoire d'un bûcheron allemand qui se rend dans les bois. Sur son chemin, il aurait croisé un jeune enfant, seul, mal en point. Il avait faim, le petit bonhomme. Ce qui fait que le bûcheron lui aurait donc offert son aide, des vêtements et de la nourriture. Le lendemain, pendant qu'il est dans sa maison avec sa femme, un sapin tout nu dans la demeure, il y a un jeune enfant, le même que la veille, qui serait apparu cette fois-ci sous les traits du divin enfant. Le petit bonhomme casse une branche de sapin. Il les remercie pour l'aide et la nourriture de la veille, puis ajoute que la branche de l'arbre qu'il tient dans ses mains va porter les fruits à l'époque de la Noël, puis que l'arbre dont venait la branche allait lui aussi en être garni. Ce qui fait que quelques jours plus tard, pommes d'or et noix d'argent décorent et font briller le conifère, le rendant majestueux dans la maison. De l'autre côté, l'histoire, ce serait que toujours un bûcheron allemand qui, cette fois-ci, marche dans un hiver glacial, mais un hiver clair sous une nuit étoilée, aperçoit à travers une forêt de sapins, justement, ces étoiles-là qui scintillent au travers des branches enneigées.
il est émerveillé par ce spectacle que lui offre la nature. Il décide de couper un sapin, de l'amener dans sa maison, puis de recréer le paysage que lui offrait Dame Nature pour que sa femme puisse, elle aussi, admirer tout ça. Il décore le roi des forêts avec des rubans pour recréer la neige sur les branches, des bougies suspendues pour recréer les étoiles. On raconte que le village aurait aperçu tout ça à travers la seule et unique fenêtre de la demeure et que depuis ce temps-là, ce serait devenu une tradition chez les Allemands, illuminer et décorer un sapin dans le temps de la Noël. Bon, justement, à propos de la tradition du premier sapin illuminé public, c'est tout sauf clair, net et précis, parce que l'Estonie et la Lettonie se battent pour le titre du premier à avoir fait le premier sapin illuminé public. Selon certaines sources, ce serait à Tallinn, en Estonie, qu'on aurait eu ce premier sapin-là, du côté de la place de l'Hôtel de Ville en 1441. Il y a la Lettonie, elle, qui dit que ce serait plutôt à Riga en 1510 que le premier sapin serait fait. Moi, quand j'ai lu ça, ça me fait rire parce que j'avais aucune idée qu'on se battait presque à coups de hache pour ce titre-là. C'est intéressant pour de vrai, là, tout comme l'histoire qui expliquerait pourquoi la tradition se serait répandue partout en Allemagne. Selon ce qu'on raconte, c'est qu'on devrait tout ça au père du protestantisme qui serait le premier à illuminer son sapin avec des bougies comme pour recréer les étoiles guidant vers l'enfant né à Bethléem. J'ai lu à certaines places que ce serait aussi, tenez-vous bien, pour recréer une vision qu'il avait eue pendant sa marche des étoiles scintillant au travers des branches enneigées de sapins le soir tombé. C'est un beau mélange avec notre deuxième légende, ça. Mais une fois que ça c'est dit, on n'a aucune reproduction visuelle de ce fait-là. On n'a aucune source contemporaine qui vienne prouver tout ça. Tout ce qu'on a, là, c'est une image qui date du 19e siècle. De ces différentes origines à la tradition bien implantée dès 1700 en Allemagne, le premier sapin de Noël illuminé en Amérique du Nord aurait été vu en 1781 à Sorel et ce serait l'œuvre de Friedrich Charlotte Louise von Massow-Reidesel. Friedrich est né le 11 juillet 1746. Elle a grandi auprès de ses parents dans le Brandebourg, en Allemagne. Elle a 13 ans, lui environ entre 20 et 21 ans, lorsqu'elle rencontre l'homme qu'elle va épouser quelques années plus tard. Ce qui fait qu'âgée de 16 ans, le 21 décembre 1762, elle se marie et les deux déménagent à Berlin. Comme de nombreux mariages chez les gens de la haute société, c'est un mariage arrangé par les familles. Mais dans leur cas, ils ont eu la chance de développer un mariage d'amour. Lui disait justement d'elle en 1766 « Ma femme est très jeune et de fort belle apparence. » Mais pas seulement que belle et jeune, non, elle avait aussi tout qu'un caractère, Frédéric. C'était une femme de tête. On peut d'ailleurs en avoir la preuve dans leur correspondance. Vous savez le meilleur caractère du monde, mais souvent, vous êtes trop peu raisonnable pour cacher la haine que vous portez à des hommes importants. Vous parlez en présence de n'importe qui. Vous savez que nous avons beaucoup d'ennemis. Et les gens profitent de cette franchise pour intriguer contre vous et moi. Son mari a le grade de colonel quand l'Angleterre et le duché de Brunswick signent une entente militaire qui fait que certains officiers et soldats allemands vont aller aider les Anglais à tenter de mater les troupes rebelles en Amérique, les fameuses 13 colonies. À son départ, son époux lui écrit « Et maintenant, ma chère madame la générale, prenez bien soin de vous, et de façon que vous puissiez me rejoindre immédiatement après vos couches. » À ce moment-là, Frédéric a déjà 2 enfants et elle est enceinte de la 3e. 10 semaines après son accouchement, comme c'était important d'être auprès de lui, elle s'embarque avec ses 3 enfants et prend un navire 1 an plus tard, direction Québec. Elle arrive le 10 juin 1777. Tous les navires mouillant dans le port tirèrent du canon. À midi, on envoya pour me chercher une embarcation montée par 12 marins vêtus de blanc, coiffés d'un casque argenté et portant ceinture verte. Québec était belle à voir du fleuve.
Pour elle, quoique d'une très grande beauté, la ville de Québec était moins chic. Puis surtout, c'était pas de la petite bière marché dans la ville. Hein? Ça te pratique un cardio sur un méchant temps de passer de la basse à la haute ville, puis ça te fait des mollets d'acier. Quelques temps plus tard, elle remonte le fleuve pour se rendre à Trois-Rivières, où était placé son mari en garnison, mais il était pas là. Il était posté à Chambly pour organiser l'invasion des troupes américaines. Elle va le rejoindre, mais revient rapidement. C'est pas comme s'il y avait bien du temps de qualité ensemble, mettons. Ce qui fait que Frédéric passe 2 mois entre effluvies où elle crée des liens avec les Ursulines et avec le vicaire de la place, mais surtout avec sa cousine et ménagère. En disant ces 2 mots-là, j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Puis pour que tu comprennes ce que je veux dire, c'est parce que Frédéric écrivait justement que chacun de ces gentlemen a fait une semblable cousine comme ménagère et que presque chaque année, ces cousines devaient, pour certaines raisons, quitter la ville un certain temps, de façon à éviter le scandale. Notre team madame, comme de nombreuses femmes de l'époque, a pas froid aux yeux. Elle va rejoindre son mari avec ses 3 filles au front. Au total, ce seront plus de 2000 épouses qui iront rejoindre leur époux au courant des batailles à un ou à un autre moment pendant le conflit. Frédéric est si proche des batailles qu'elle voit pas mal tout. J'étais remplie d'angoisse et de crainte pour mon mari. J'étais plus morte que vive. Le temps passe, bombardement, critique du chef militaire en place. Les troupes anglaises perdent le combat. Frédéric accompagne son mari avec ses enfants dans sa captivité qui va durer 2 ans. Mais tu sais, captivité, c'est assez vite dit, là, parce que selon ses écrits, ils vivaient confortablement et heureux. Ils ont même eu une autre petite fille pendant ce temps-là, petite qu'ils ont appelée America. En juillet 1781, ils reviennent à Québec. Frédéric en profite pour visiter le coin, les chutes qu'on appelait les chutes du Grand Sault. Bon, je peux pas nommer le lieu selon le nom qu'on lui connaît. C'est un nom d'un amiral français de l'époque, du début de la colonie française. C'est la place aussi où il y a la légende de la Dame Blanche. Là, si tu sais pas plus c'est quelle chute dont je te parle à Québec, Google va te le dire. Il y a le belvédère de la Baronne qui a été nommé comme ça en l'honneur justement de Frédéric, cette femme et cette baronne dont on se parle depuis le début de l'épisode, qui surplombe d'ailleurs les chutes. Notre team madame rencontre les Premières Nations, les Autochtones, les habitants de Québec. Quelques mois plus tard, ils sont envoyés, elle, son mari et ses enfants, à Sorel parce qu'on craignait une tentative des Américains d'envahir le Canada par la rivière Richelieu. Le gouverneur fait construire une maison qu'on a appelée la Maison des gouverneurs pour y installer le couple et la famille qui vont y déménager officiellement le 13 novembre 1781. Entre-temps, il y a une autre petite fille qui est venue au monde. On l'a appelée Canada en l'honneur du pays d'accueil, mais Canada décède 5 mois plus tard. En place, Frédéric parle un excellent français. Elle observe et côtoie les locaux. Ils sont hospitaliers, joviaux, ils adorent chanter et fument tout le temps. Mais ils sont en bonne santé et vivent jusqu'à un âge avancé. Le temps froid s'installe tranquillement sur les rives du Saint-Laurent. La neige commence à tomber, la nuit commence de plus en plus tôt. Le fleuve, quant à lui, gèle presque complètement. La Noël s'en vient plus rapidement qu'on le croit. Frédéric est dans les préparatifs. Des pâtés à la viande, du pudding anglais et une foule d'invitations envoyées aux amis et officiers militaires afin qu'ils viennent célébrer la veille de Noël à la maison des gouverneurs de Sorel. Mais notre team madame réservait une surprise à ses invités. Une tradition bien ancrée chez elle depuis longtemps. La veille de Noël arrive. On met les manteaux sur le lit, les bottes dans le bain. Il y a foule dans la maison des gouverneurs de Sorel. L'hôtesse est prête à dévoiler la surprise dans le coin de la salle à manger à ses invités. C'est là que leurs yeux s'agrandissent. Les sourires s'illuminent à la vision du roi des forêts qui scintille grâce à des bougies suspendues dans des lanternes. Sur les branches, on peut y apercevoir des fruits variés. C'est comme ça qu'est arrivé en sol nord-américain le tout premier sapin de Noël illuminé. Notre team madame et sa famille restent à Sorel pour 2 années et retournent en Allemagne par la suite. Elle y décède en 1808.
Ça aura pris quelques années de plus avant que le sapin de Noël illuminé devienne une tradition chez nous. Comme bien des choses à l'époque victorienne, c'est venu avec la reine Victoria. Son mari, étant allemand, a amené la tradition en Angleterre. Elle a adopté la tradition, puis ça s'est propagé comme une traînée de poudre un peu partout. Puis, fun fact, pour l'ange là, qu'on mettait au sommet de l'arbre, c'est en l'honneur d'une fillette que ça a été fait pour la première fois. C'est un fabricant de jouets allemand qui aurait conceptualisé une poupée à l'effigie de sa fille décédée d'une maladie. Cette poupée-là, aux allures d'ange, aura pris place au sommet de l'arbre, puis on lui aurait même donné l'aura de l'ange messager de Dieu. Tout ça pour dire que derrière l'histoire du sapin de Noël, chez nous, il y a une team madame, Frédéric et Charlotte-Louise von Massow-Reidezel. Que cette team madame-là, elle a une histoire incroyable. Puis ce qui est drôle à travers ça, c'est que dans certaines sources que j'ai consultées, on parle de son mari comme étant celui qui serait derrière le sapin, tu sais. Non. C'est une madame, c'est elle qui recevait, puis c'était une pas pire madame à part de ça. Comme quoi que derrière nos traditions, il y a plus souvent qu'autrement des madames quelque part en arrière de tout ça. Puis j'espère que maintenant, vous aurez le plaisir de dire que le roi des forêts, c'est aussi grâce à une baronne forte, incroyable, une véritable team madame. Je m'appelle Valérie Deschamps, je suis professionnelle en matrimoine et conteuse. Vous venez d'entendre le dernier épisode de la première saison du balado Team Madame. Et le projet reviendra en 2026, promis. D'ici là, portez-vous bien, profitez du temps avec vos proches, racontez-vous des histoires de Team Madame dans vos soupers de Noël. Ça fait changement de la politique, puis c'est beaucoup plus agréable. Je vous souhaite un merveilleux Noël et une belle année 2026, année à la hauteur de vos attentes et surtout remplie de découvertes Team Madame. À bientôt! La bande sonore est une composition originale de Dominique Brouillard. Le visuel du balado Team Madame est une création d'Ève Courtois, illustratrice. Dans le rôle de Frédéric Charlotte-Louise von Massow-Reidezel, la comédienne Camille Beauchemin. Prêtant sa voix à Friedrich Adolphe Reidezel, l'époux de notre Team Madame, Frédéric Lalumière des productions Oyez Oyez. À l'idéation de Team Madame, à la recherche, à l'animation, rédaction, scénarisation, montage, moi-même, Valérie Deschamps.